Bonjour à tous et bienvenue. Donc nous voilà pour la dernière partie de notre histoire de l'argent, où l'argent est-il l'origine du mal. Nous avons pu voir, nous avons fait un long parcours au sein de l'histoire de l'argent et son impact sur les sociétés anciennes ou les sociétés, on va dire, modernes ou plus contemporaines. On a pu voir l'impact et l'effet corrupteur de l'argent à différents niveaux. Et aujourd'hui, nous allons essayer peut-être quelque chose d'un peu différent, une utopie, l'utopie d'une société sans argent. À quoi pourrait ressembler une société où l'argent n'est pas au centre de nos préoccupations, où l'argent n'est pas au centre de la société, où l'argent n'est pas au centre des échanges et de ce qui fait l'humanité. Dans cette vue, nous allons naturellement faire une transition avec la partie 5. Vous avez pu voir dans la partie 5 une société avec un système monétaire moderne, avec sa grande complexité, sa capacité à enrichir les plus riches, sa capacité à exploiter de manière importante, notamment vers les classes moyennes et les classes les plus pauvres. Donc un système monétaire contemporain qui met l'accès sur l'accumulation des richesses et des biens matériels, qui a contribué à un déclin moral de la société. L'argent a engendré un sentiment de cupidité, d'égoïsme et un manque d'empathie chez de nombreuses personnes. Il est effectivement choquant de voir que des gens peuvent, on va dire, vivre dans un luxe certain et regarder d'autres qui sont à côté d'eux et qui souffrent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et l'acceptation de cette société différentielle est extrêmement choquant. Cela a engendré une culture de consumérisme et de matérialisme, où les individus cherchent constamment à acquérir davantage, peu importe le coût pour eux-mêmes ou pour autrui. La recherche de profit a également eu une influence significative sur la jeunesse, contribuant à une augmentation des comportements antisociaux, de la jeunesse, de la violence, pardon, et des problèmes de santé mentale. Les individus qui ont été exposés à des sommes conséquentes d'argent dès leur jeune âge peuvent développer le sentiment de droit acquis et un manque d'empathie envers autrui. Les individus ayant connu des difficultés financières peuvent développer une obsession pour la richesse et le statut, les poussant à adopter des comportements risqués ou éthiquement douteux. Des jeunes femmes, notamment, se tournant vers la pornographie sur OnlyFans de manière très, très enthousiaste. Le trafic de drogue devenant une monnaie courante et totalement accepté ou un moyen de s'enrichir comme un autre. Les pays occidentaux ayant recours à la guerre depuis 1945 en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient pour piller, voler et s'approprier des ressources appartenant à autrui et sans que personne n'en dise quoi que ce soit ou ne remette cela en question. Est-il envisageable donc de concevoir une société qui serait affranchie de l'influence corruptrice de l'argent, une société axée sur l'épanouissement spirituel, le développement personnel et le progrès technologique, ou les progrès technologiques, plutôt que sur l'accumulation de richesses? Une telle société devrait trouver un moyen de distribuer les ressources de manière équitable, sans recours à un système monétaire. Il faudrait promouvoir une culture de coopération, de compassion et de durabilité. Alors quand je parle de durabilité, je parle plus de considération par rapport à l'environnement. Un- alors, première partie, on va parler en fait, il y aura trois axes principaux dans cette utopie d'une société sans argent. Premièrement, l'agrandissement spirituel des gens. Il y a toujours une appétence pour le côté spirituel qui a toujours été importante. Le développement personnel, on voit souvent des gens qui se trouvent frustrés par leur activité professionnelle, qui se trouvent frustrés par leur manque d'accomplissement personnel. Et je pense que c'est une partie qui est très importante pour les êtres humains. Et la troisième partie, c'est le progrès technologique. Je crois que la technologie est un phénomène que l'on voit qui accélère de plus en plus, qui va de plus en plus vite, de plus en plus loin. Et je pense que c'est un élément qui serait prépondérant pour une société sans argent. Ok. Donc on va commencer pour une partie 1, que vous allez pouvoir voir maintenant à l'écran. Dans ce que je vais faire, il y aura un titre à chaque fois pour chaque partie, parce que il y a environ une dizaine de parties, donc pour éviter que vous soyez perdus. Donc le développement spirituel. Dans une société non monétaire, le développement spirituel constituerait un pilier central de l'existence humaine.
Les croyances religieuses et philosophiques seraient respectées et tolérées à condition qu'elles ne nuisent ni à l'harmonie sociale, ni au développement personnel. L'objectif serait de mettre en place une société où les individus pourraient suivre librement leur voie spirituelle, sans craindre la persécution et la discrimination. On voit la persécution aujourd'hui dont fait preuve l'islam, on voit le rejet dont fait preuve le christianisme, ou la manière dont on pointe le doigt sur le judaïsme, comme si le judaïsme était simplement inhérent au sionisme ou au développement de guerres territoriales. Absolument pas. Et même d'autres voies spirituelles existent, le confucianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, donc d'autres religions ou croyances existent, ok, mais qui seraient principalement vues d'une manière ouverte et acceptée et acceptable. Les principes clés seraient naturellement la tolérance religieuse, implique l'acceptation de toutes les religions ou croyances, à condition qu'elles ne promeuvent pas des pratiques préjudiciables ou discriminatoires. Type le satanisme serait complètement, banni et rejeté de la société. Les libertés individuelles, les individus jouiraient de la liberté de pratiquer leur religion ou leur spiritualité sans ingérence de l'État ou autrui. L'harmonie sociale, les différences religieuses seraient célébrées comme une source de diversité et de richesse, plutôt que comme une source de conflit. On pourrait imaginer beaucoup d'échanges entre des mouvements, des mouvements religieux type l'islam, le christianisme et le judaïsme, qui pourraient avoir une forme d'échange ouverte pour grandir leurs croyances respectives. La conduite éthique, les enseignements religieux et spirituels seraient employés pour encourager un comportement éthique et un sens de la responsabilité envers autrui. Mais il y a aussi des exemples de croyances qui seraient acceptables et inacceptables. L'homosexualité, les relations entre personnes de même sexe seraient acceptées et tolérées, car elles ne portent pas préjudice à autrui. Chacun fait des choix personnels qui le regardent. La transidentité. Les individus pourraient librement exprimer leur identité de genre de manière conforme à leur intériorité, à mesure qu'ils soient capables de faire des choix personnels. Par exemple, le choix d'avoir un changement de genre pour arriver à une personne qui a atteint une certaine forme de maturité et de conscience de ce qu'elle est, mais sans pour autant indiquer que des personnes mineures feraient des choix qui ont des conséquences désastreuses dans le futur, sans considérer les conséquences de ces choix-là, sans en prendre conscience. Et c'est pour ça qu'un certain âge est requis pour prendre ce genre de décision. Le satanisme, généralement associé à des pratiques nuisibles ou destructrices, ne serait pas toléré, absolument pas toléré. La pédophilie, les abus sexuels sur les enfants sont des crimes odieux et seraient sévèrement punis. Alors quand je parle sévèrement punis, moi je pense directement à la peine de mort, je pense à des peines de prison à vie, je pense à des choses extrêmement dures pour empêcher que cela se reproduise d'une manière ou d'une autre, indépendamment des croyances religieuses ou philosophiques de l'auteur. En favorisant la tolérance religieuse et la liberté individuelle, une société non monétaire pourrait instaurer un monde plus harmonieux et équitable où les individus pourraient s'épanouir sur le plan spirituel et social. Alors, maintenant, on va passer à une partie 2. Si on pense à une société sans argent, on pense à un nouveau système politique. Un système politique qui ne soit pas corrompu par l'argent, ne soit pas corrompu par les lobbies. Okay, donc, un système politique pour une société sans argent. On peut penser, moi j'ai pensé, il y a plusieurs formes de possibilités qui existent. Moi j'ai pensé à une forme de consulat. Donc on retrouve le consulat qui existait dans la Rome antique, qui existait aussi à l'époque de Napoléon, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, naturellement. Sachant ce que je pense de Napoléon, et je ferai bientôt une série de vidéos sur Napoléon, qui sera représentative de ce que je pense du personnage. Donc, le consulat du système électoral. Il y a une condition d'âge requise pour atteindre certains niveaux de maturité et de connaissances pour briguer des postes politiques. On voit bien les manquements que démontrent des personnes trop jeunes, des personnes comme Macron, qui ne montrent pas suffisamment de maturité ou de retenue dans certaines situations. Seules les personnes âgées de 50 ans ou plus seraient éligibles pour se présenter au poste de consul. Les consuls seraient au nombre de 3. Le système électoral
prévoirait que les élections se dérouleraient entièrement en ligne, les électeurs étant identifiés à l'aide de pièces d'identité officielles, telles que des passeports, des permis de conduire ou carte médicale. Ce seraient des mandats naturellement limités. Les consuls seraient en fonction pour des mandats de 3 ans et ne pourraient être réélus qu'une seule fois. Après avoir accompli 2 mandats, les consuls seraient tenus de se retirer de la vie politique ou même de la vie publique pour partir soit en retraite ou soit revenir à la vie active. Les ministres et leur nomination. Le nombre de ministres. Seul un nombre limité de ministres clés serait nommé, tels que ceux en charge de l'éducation, de la gestion des ressources, de la technologie, des religions et croyances, de l'environnement, de l'exploration et de la production des ressources. Les nominations ministérielles, on voit bien le principe de la politique actuelle où des gens sont nommés par accointance, par connaissance ou par affiliation politique. Non, les ministres seraient désignés par un vote consensuel parmi les 3 consuls. Et leur compétence est basée sur des compétences et mérites. Effectivement, les ministres, au lieu d'être choisis par affiliation politique, par connaissance ou par accointance, les ministres seraient choisis en fonction de leur expertise dans leur domaine respectif, plutôt que de leur affiliation politique ou relations personnelles, comme j'en parlais juste avant. Les principales caractéristiques de ce nouveau système politique. C'est un gouvernement limité. Le système serait conçu pour restreindre le pouvoir du gouvernement et empêcher la concentration de l'autorité entre les mains de quelques individus. La méritocratie serait l'élément principal qui serait mis en place pour la sélection des consuls et des ministres, en se basant sur le mérite plutôt que sur la richesse, le statut ou les relations. La responsabilité. Les consuls et les ministres devraient rendre des comptes à l'électorat et pourraient être destitués de leurs fonctions s'ils ne parvenaient pas à remplir efficacement leurs obligations. Stabilité. Le système garantira un certain niveau de stabilité et de continuité car les consuls et les ministres exerceraient leurs fonctions pour des mandats déterminés. Ce système politique proposé pour une société sans argent est conçu pour être naturellement équitable, efficace et responsable. En restreignant le pouvoir du gouvernement et en veillant à ce que les dirigeants ou les gouvernants soient sélectionnés sur la base du mérite, l'objectif est de promouvoir une société plus juste, naturellement et plus équitable. 3. Un monde sans frontières. Dans une société sans argent, le concept traditionnel des frontières nationales deviendrait naturellement obsolète. Les pays collaboreraient afin de garantir une répartition équitable des ressources et l'accès de tous aux besoins essentiels. Le partage des ressources et collaboration en matière de technologie. Nous pourrions imaginer une égalité d'accès. Les technologies avancées seraient partagées avec tous les pays, indépendamment de leur niveau de développement. Il y aurait un soutien aux pays moins développés. Les pays disposant de technologies plus avancées offriraient une assistance gratuite et un soutien aux pays moins développés pour les aider à rattraper leur retard. La collaboration internationale s'avère essentielle pour faire face à des défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté, les maladies, et également le développement de nouvelles technologies face aux besoins énergétiques. Le partage de ressources. Il y aurait une répartition équitable. Les ressources telles que les produits agricoles, les produits miniers, le pétrole, le gaz naturel, le bois et l'acier seraient répartis de manière équitable dans tous les pays. Ça veut dire une région qui serait naturellement très pourvue dans un type de produit l'échangerait naturellement de manière équitable avec d'autres pays et pourrait naturellement faire profiter aux autres de leurs ressources. La prévention de la pénurie. Un système de gestion des ressources serait mis en place afin de garantir l'absence de pénurie de biens et services essentiels. Les pays seraient incités à adopter des pratiques durables afin de préserver les ressources et protéger l'environnement. C'est-à-dire à s'assurer qu'il y a une continuité des ressources. Quand on pêche pas de manière excessive, on pêche de manière, on va dire, raisonnée. Quels seraient les principes clés? L'égalité. Tous les pays et individus seraient traités de manière équitable, indépendamment de leur localisation ou de leurs circonstances. La collaboration internationale serait indispensable pour la réussite d'une société sans argent. La durabilité.
L'utilisation des ressources serait basée sur des principes de durabilité, garantissant que les générations futures aient accès aux mêmes ressources que le présent. En adoptant ces principes, on peut imaginer une société sans argent qui pourrait instaurer un monde plus juste, équitable et naturellement durable. Parce que le plus important, c'est de garantir une durabilité et une existentialité de la race humaine sur le long terme. L'éducation dans une société sans argent. Alors naturellement, l'éducation étant une partie extrêmement importante. Accès et opportunités équitables. Dans une société dépourvue d'argent, l'éducation sera un droit fondamental, accessible à tous, indépendamment du statut social ou économique de leurs parents. L'objectif sera de mettre en place un système favorisant l'épanouissement personnel, le développement intellectuel et l'amour durable de l'apprentissage. Naturellement, ce serait fini les grandes écoles, fini les systèmes de caste ou de systèmes éducation avec un système de limite de caste sociale. Donc naturellement, l'apprentissage serait vu d'une manière différente. On se concentrerait plus sur l'apprentissage et non pas sur les notes ou sur les grades. L'accent traditionnel mis sur les notes ou les grades et la compétition serait remplacé par une focalisation sur l'apprentissage, sur l'apprentissage et le développement naturel. Les étudiants seraient incités à explorer leur centre d'intérêt et leur passion et à solliciter l'aide des enseignants et des camarades en cas de besoin. Un apprentissage collaboratif et soutien. L'accent serait mis sur l'apprentissage collaboratif, les étudiants travaillant ensemble pour résoudre des problèmes et approfondir leur compréhension des matières complexes. Les étudiants en difficulté dans certaines matières bénéficieraient d'un soutien supplémentaire et de ressources pour les aider à réussir. Okay. Donc si on parle d'éducation, ça c'est le principe de base. Je ne suis pas professeur, je donne une idée d'ensemble. Maintenant, on a parlé de l'éducation, parlons un petit peu des parcours professionnels dans une société sans argent. Donc, parcours professionnel basé sur la compétence et l'intérêt. Les trajectoires professionnelles ne seraient plus déterminées par les notes ou les grades académiques. Au lieu de cela, les étudiants seraient encouragés à se tourner vers des domaines qui correspondent à leur centre d'intérêt et à leur talent. Cela pourrait englober des domaines tels que la musique, les arts, les sciences, la technologie, la littérature, l'histoire, l'archéologie, l'architecture, les sciences politiques, la diplomatie, la gestion des ressources, les études collaboratives, la médecine, la chirurgie, la création de vaccins ou l'environnement pharmaceutique, l'enseignement et naturellement l'éducation. Il est tellement frappant de voir certaines personnes qui sont déçues de leur développement personnel, qui ne se sentent pas à l'aise dans ce qu'ils font, qui ne se sentent pas grandir personnellement et on va dire en manque d'accomplissement personnel. Et on voit un nombre de personnes qui refusent d'aller dans des carrières parce qu'ils savent que dans ces carrières-là, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de développement financier. Donc, dans ce cadre-là, les gens se détournent vers des carrières qu'ils n'aiment pas vraiment, pour lesquelles ils n'ont pas d'appétence. Alors que là, on permettrait aux gens de faire vraiment ce qu'ils aiment. Quels seraient les principes clés? L'apprentissage tout au long de la vie. L'éducation serait perçue comme un processus continu, offrant des opportunités d'apprentissage et de développement à des individus de tous âges. C'est un développement holistique. L'éducation mettrait l'accent sur le développement global de l'individu, incluant les compétences intellectuelles, émotionnelles et sociales. Tous les élèves bénéficieraient d'un accès équitable à l'éducation indépendamment de leurs origines ou de leurs capacités. Pertinence. L'éducation serait conçue de manière à être en adéquation avec les besoins et les défis de la société. Les défis de la société, j'entends la société humaine dans sa globalité. Donc, naturellement, en respectant ces principes de manière générale, une société sans argent pourrait mettre en place un système éducatif plus équitable, inclusif et épanouissant, permettant aux individus d'atteindre leur plein potentiel. Au lieu de se retrouver dans une situation où ils sont dans des carrières ou dans des visions de production qui sont, inintéressantes pour eux au niveau personnel. 6. Gestion de carrière dans une société sans argent. On peut penser naturellement à la souplesse et l'adaptabilité. Dans une société sans argent, les individus auraient la liberté de changer de carrière tout au long de leur vie,
Cela permettrait aux individus d'explorer divers centres d'intérêt et de trouver un emploi significatif et épanouissant. L'éducation et la formation. Les personnes souhaitant changer de carrière se verraient offrir la formation et l'éducation nécessaires pour les préparer à leur nouveau poste, pour revenir à l'université, faire des formations, aller dans des programmes de formation spécifiques. Cela pourrait impliquer une formation académique formelle, une formation sur le terrain, ou des programmes de mentorat qui pourraient exister avec d'autres organismes. Avant, avancement basé sur le mérite. Les promotions, les avancements dans des postes, dans des domaines, seraient déterminés en fonction des contributions de la dévotion et de l'éthique morale d'un individu, plutôt que des critères tels que l'ancienneté, ou les relations personnelles, ou la capacité à manipuler, ou la capacité à mentir. Ce seraient des éléments négatifs seraient des éléments déterminants pour ne pas permettre à ce que certaines personnes prennent des postes à plus de responsabilités. On mettra en avant plus la collaboration ouverte, le partage des connaissances, la camaraderie et l'enthousiasme seraient grandement appréciés. Naturellement, pour permettre le soutien pour les personnes en difficulté. Les personnes, effectivement, qui ne réussissent pas dans leur domaine professionnel choisi ne seront ni pénalisées ni écartées. Au lieu de cela, ils bénéficieraient d'un accompagnement et de conseils pour les aider à trouver un poste plus adapté. Cela pourrait impliquer des échanges avec des conseillers en orientation professionnelle, des mentors ou des membres de la famille, afin d'identifier les domaines d'intérêt et les possibilités qui s'offrent à eux. L'enseignement en tant que rôle précieux. L'enseignement serait considéré comme une profession précieuse et respectée, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays, hein. L'éducation est souvent mésestimée. Les personnes qui ne rencontrent pas le succès dans leur carrière actuelle pourraient envisager de se tourner vers l'enseignement, afin de transmettre leur savoir, leurs connaissances, mais effectivement leur expérience à la génération future. Quels seraient les principes clés? L'éducation tout au long de la vie. Il serait recommandé d'inciter les individus à poursuivre leur apprentissage et à développer leurs compétences tout au long de leur carrière. Comme je le disais auparavant, la flexibilité et l'adaptabilité seraient au centre de ce phénomène. Les individus pourraient changer aisément de carrière selon leurs besoins afin de trouver un travail ou un emploi significatif et épanouissant personnellement. La méritocratie implique que les promotions et les avancements seraient en fonction du mérite et non pas de critères tels que l'ancienneté, la camaraderie avec des gens bien placés ou autres. Assistance et accompagnement. Les individus en difficulté dans leur carrière bénéficieraient d'une assistance et de conseils pour les aider à trouver un rôle plus adapté. En respectant ces principes, une société sans argent pourrait mettre en place un système de carrière plus flexible, équitable, épanouissant, permettant aux individus d'atteindre leur plein potentiel et de se sentir pleinement, contributif d'une société qui évolue et qui grandit. Maintenant, on va passer à la partie 7, l'éthique sociale dans une société sans argent. Racisme et discrimination. Le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes seraient formellement interdits et sévèrement sanctionnés. On pourrait imaginer des sanctions relativement sévères. Les individus qui adoptent un comportement raciste ou discriminatoire pourraient se voir restreindre l'accès à certains postes, à certains avancements, à certains biens ou même à l'accessibilité à certaines technologies. Une conduite raciste ou discriminatoire persistante pourrait entraîner une peine de prison relativement importante, 5-10 ans, pour éviter quelques formes de récidive que ce soit. Abus sexuel. Une condamnation pour abus sexuel avéré serait sanctionnée par une peine de prison obligatoire de minimum 20 ans, pour éviter toute forme de reproduction de ce type de pratique. Politique de tolérance zéro. Une politique de tolérance zéro serait mise en place concernant les abus sexuels et les victimes se verraient offrir un soutien et une véritable assistance, et un véritable accompagnement pour un retour à une vie normale. Inceste et pédophilie. Souvent, j'affirme que ce sont des crimes absolument odieux qui devraient être passibles de la peine capitale, d'après moi. Guerre et diplomatie. Interdiction de la guerre. La guerre serait formellement proscrite, car elle entraînerait une réduction des ressources allouées vers certaines nations. Certaines nations qui rentrent en guerre pourraient être privées de certaines ressources qui seraient absolument critiques pour leur développement.
La diplomatie constituerait l'outil principal pour résoudre toute forme de conflit entre les nations. Les principes clés seraient naturellement l'égalité. Tous les individus et nations seraient traités de manière équitable, indépendamment de leur race, de leur origine ethnique, de leur genre, de leur orientation sexuelle ou d'autres caractéristiques. La justice, les crimes seraient punis de manière équitable et proportionnée, et les individus se verraient offrir un soutien et une véritable assistance. La paix, on éviterait la guerre à tout prix et privilégierait la diplomatie pour résoudre des conflits de manière pacifique. En respectant ce principe, une société sans argent pourrait contribuer à instaurer un monde plus juste, équitable et vraiment pacifique. 8. Accès aux soins pour tous. Alors pour ceux qui sont effectivement dans certains pays chanceux, comme dans les pays nordiques, ou la France ou le Canada, c'est vrai qu'on a accès, maintenant c'est pas un très bon accès aujourd'hui, mais on a accès tout de même à des soins médicaux universels. Mais dans une société sans argent, les soins médicaux universels constitueraient un droit fondamental accessible à tous les citoyens, peu importe leur statut social et indépendamment de leur situation. Cela garantirait que chacun puisse bénéficier des soins de santé dont il a besoin, indépendamment de cette fameuse capacité à payer aujourd'hui. Traitement et soins équitables. Tous les individus bénéficieraient d'une qualité de soins identique, indépendamment de leur origine ou de leur statut social. Il n'y aurait ni favoritisme, ni discrimination dans la prestation de services médicaux. Les principes clés seraient naturellement l'équité. Encore une fois, c'est un principe qui revient dans toutes les parties que l'on a vues. Tous les citoyens bénéficieraient d'un accès égal aux soins de santé, indépendamment de leur situation. La qualité des soins serait uniforme pour tous, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur statut social. Les professionnels de la santé seraient tenus de traiter tous les patients avec compassion et respect. En mettant en place un système de soins médicaux universels, cette société sans argent pourrait garantir que chacun ait accès aux soins de santé nécessaires pour mener une vie saine, épanouissante et contributive à la société humaine. 9. L'immigration, aspects sociaux et équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle dans une société sans argent. Donc, politique migratoire. Donc, c'est quelque chose qu'on va toucher un petit peu. C'est juste histoire de toucher différents aspects qui sont aujourd'hui, je veux dire, assez tendus, on va dire, dans certains pays. Immigration conditionnelle. Les individus pourraient être autorisés à immigrer dans un nouveau pays après avoir servi leur pays de naissance pendant au moins 10 à 15 ans. Après, il peut y avoir des échanges plus tôt. Bon, je dis 10 à 15 ans, c'est un exemple. Indépendamment de leur rôle ou de leur profession. Les postes vacants. L'immigration serait conditionnée par la disponibilité de postes vacants dans le pays souhaité pour accueillir l'immigrant et sa famille. Congé équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les individus bénéficieraient d'un congé illimité tout au long de l'année, avec une limite de 15 jours consécutifs maximum par période de congé. Alors, les vacances illimitées, ça peut sembler une utopie, mais pas du tout. J'ai travaillé, il y a beaucoup de compagnies qui offrent ça aux États-Unis ou même dans différents coins du monde. J'ai moi-même travaillé pour une compagnie qui offrait des vacances illimitées et on voyait que les gens finalement n'abusaient pas en fait. Ils étaient plutôt, je veux dire, assez bien conditionnés à l'idée que c'était une chance et que au lieu d'en abuser, c'était intéressant d'en tirer avantage de manière consciente. Aménagement des horaires flexibles. Les périodes de congé seraient discutées et validées par les responsables du travail, permettant ainsi une flexibilité et une adaptation aux besoins individuels et aux besoins collectifs de l'entreprise ou de l'environnement ou de l'entité dans laquelle on travaille. Les horaires de travail seraient raisonnables, fixés à 7,5 heures par jour pendant 5 jours par semaine, avec des adaptations pour les emplois présentant des conditions particulièrement exigeantes, mais également pour ceux qui sont avec des logiques, je veux dire, spirituelles, qui sont avec une flexibilité dans les fins de semaine, comme on peut voir dans le Moyen-Orient pour ceux qui sont musulmans ou bien pour ceux qui sont juifs, par exemple en Israël. Départ à la retraite. La retraite anticipée, il serait possible pour les individus de prendre leur retraite à l'âge de 50 ans, en fonction de leur parcours professionnel et de leur contribution à la société. Soutien continu pour les retraités. Les individus retraités continueraient à bénéficier de la même allocation de ressources, de technologie et de nourriture que celle qu'ils recevaient pendant leur vie active.
Les personnes retraitées bénéficieraient des mêmes avantages en termes de congés que lorsqu'elles étaient en activité professionnelle, avec la vue de vacances illimitées, d'avoir 15 jours sur des périodes déterminées. Congé de maternité, les femmes bénéficieraient d'une année de congé de maternité après chaque naissance, sans que cela n'ait d'incidence négative sur leurs conditions de travail ni leur poste. Principe clé, flexibilité et adaptabilité, ce qui est conséquent dans toutes les parties que l'on a pu voir. Le système serait conçu pour être flexible et adaptable aux besoins et aux circonstances individuelles. Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il est recommandé aux individus de veiller à maintenir un équilibre sain entre leur travail et leur vie personnelle. Une équité de justice serait important. Chaque individu serait traité de manière juste et équitable, indépendamment de son origine, sa situation ou sa location, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Asie, qu'il soit en Amérique du Nord ou qu'il soit en Europe. En adoptant ces principes, dans une société sans argent, on pourrait naturellement instaurer un monde plus juste, équitable, durable, et qui aussi permettrait à tout un chacun d'y trouver une place, et non pas de se sentir rejeté ou mis de côté, en mettant en priorité le bien-être de ses citoyens. 10. Grandes entreprises et multinationales dans une société sans argent. Alors, effectivement, c'est un point important. Les entreprises maintenant seraient axées sur une mission sociétale, non pas sur une mission de générer du profit ou générer du cash flow, mais pour une mission sociétale. Ça veut dire quoi? Dans une société sans argent, les entreprises conserveraient leur nom et leur rôle, mais seraient réorientées vers la réalisation d'objectifs plus vastes et du développement humain et du progrès de l'humanité dans sa généralité, et du progrès dans sa globalité. Les entreprises se concentreraient principalement sur la contribution au programme de développement de la Terre qui vise à élever l'humanité et non plus à enrichir une poignée d'individus, mais elles contribueraient largement à une élévation positive de la société dans son ensemble grâce au progrès technologique et à l'amélioration sociétale. Les priorités technologiques. Les entreprises seraient incitées à se concentrer sur les domaines suivants de développement technologique. Les programmes en informatique et en technologie des communications seraient indispensables pour améliorer la communication, l'éducation et l'accès à l'information. L'exploration spatiale, marine et terrestre. En explorant l'univers et en comprenant notre planète, nous contribuerons naturellement à l'avancement des connaissances scientifiques et au développement de nouvelles technologies. Les technologies énergétiques, la mise au point de sources d'énergie propres et durables est essentielle pour faire face au changement climatique et garantir un avenir durable pour l'humanité. Les avancées technologiques dans le domaine de l'aéronautique pourraient améliorer les secteurs du transport, du commerce et des échanges culturels. Les avancées technologiques dans le domaine de la biopharmacie pourraient améliorer les soins de santé, la prévention des maladies et la qualité de vie de tous les humains dans son ensemble. La préservation et la restauration des écosystèmes terrestres seraient essentielles pour garantir la durabilité à long terme de la civilisation humaine. Maintenant, la répartition des ressources, extrêmement important, comme je le disais auparavant. Les entreprises ne bénéficieraient d'aucun avantage social lié à leur position en termes de technologie, de ressources ou d'allocation alimentaire. Tous les moyens seraient répartis de manière équitable en fonction des besoins de la contribution à la société dans son ensemble. Parcours professionnel, les trajectoires professionnelles dans le domaine de la technologie dépendraient exclusivement des études, des compétences, de la motivation et de l'enthousiasme de chaque individu dans ces domaines, non pas en lien avec leurs connaissances, leur acquaintance et leur capacité financière. Il n'y aurait aucune faveur ou avantage accordé en fonction du statut social ou des relations. Le principe clé, c'est avant tout un service envers l'humanité. Les entreprises auraient pour vocation de servir les objectifs plus larges du développement et du progrès humain, l'innovation technologique. Les entreprises seraient incitées à innover et à développer de nouvelles technologies pour répondre aux défis mondiaux et aux défis posés à l'humanité dans sa conception sur le long terme et son évolution sur le long terme. Équité et justice, chaque individu aura un accès égal à l'éducation, aux ressources et aux opportunités dans les secteurs de la technologie. La considération environnementale. Il est attendu que les entreprises opèrent de manière durable, en minimisant leur impact environnemental et en promouvant la responsabilité sociale.
En respectant ces principes, une société sans argent pourrait exploiter le pouvoir des entreprises pour stimuler le progrès technologique et améliorer la vie des populations à l'échelle mondiale et globale. Alors quand je dis global, on peut imaginer naturellement des gens qui s'installent sur Mars, qui s'installent sur Titan, ben, seraient toujours considérés comme faisant partie de l'humanité. 11. Définition sexuelle et sociale dans une société sans argent. Orientation sexuelle et identité de genre, l'hétérosexualité et l'homosexualité, les relations telles quelles seraient toutes deux autorisées et acceptées, naturellement. La transidentité serait autorisée, cependant les individus devraient se soumettre à une évaluation médicale approfondie réalisée par une équipe de spécialistes afin de vérifier la légitimité de leur identité de genre. Il pourrait y avoir une exigence d'âge afin de garantir que les individus aient atteint une certaine forme de maturité, on va dire physique et mentale, avant de prendre des décisions importantes concernant leur genre ou changement irréversible. Mariage et union libre. Le mariage et les unions libres seraient tous deux reconnus et protégés légalement, les droits et responsabilités équivalents dans le cadre du mariage, comme dans les unions libres. Les partenaires bénéficieraient de droits et de responsabilités égaux, la séparation et le divorce seraient autorisés et la répartition de ressources serait déterminée par un processus juste, équitable et selon les besoins de chaque famille. Mais l'argent ou le matériel ne serait plus déterminant, puisqu'il n'existerait plus. C'est sûr que le matériel, qu'on a un canapé et autres, il y aurait une allocation équivalente à ce que les gens aient connu lorsqu'ils étaient en couple. Violence conjugale. La tolérance zéro sera appliquée en cas de violence domestique et les sanctions seraient très sévères, quelles que soient les circonstances, dans les deux sens, la femme envers l'homme ou l'homme envers la femme. Assistance aux victimes. Les victimes de violences conjugales bénéficieraient d'un soutien et d'une véritable assistance. Et d'une aide de séparation relativement rapide quand il s'agit de violences conjugales importantes. Principe clé, liberté individuelle. Les individus auraient la liberté de choisir leur orientation sexuelle et leur identité de genre selon un âge et une dimension de maturité qui serait fixée par des autorités médicales. Égalité, tous les individus seraient traités de manière équitable, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Le respect des droits et de la dignité de chaque individu constituera un principe fondamental de la société. Sécurité, la violence domestique ne serait pas tolérée et les victimes seraient protégées. En respectant ces principes, il y a naturellement une tendance à vouloir instaurer un monde plus inclusif, équitable et juste pour tout un chacun, où les individus pourraient vivre en toute liberté et sans craindre quelque forme de discrimination que ce soit. En résumé, on voit une société que j'ai imaginaire, dépourvue d'argent, que j'ai pensé, imaginé au travers de mes expériences, au travers de mes lectures, que j'ai apprécié où j'essaie d'apprécier un monde où les valeurs humaines, les relations euh, entre les humains priment sur la richesse matérielle. En éliminant l'influence corruptrice de l'argent, on pourrait chercher à instaurer un avenir plus juste, équitable et durable pour toute l'humanité. Et ne pas mettre de côté certaines personnes parce qu'ils ne contribuent pas financièrement ou en termes de richesse à une société qui est euh, sensiblement orientée vers l'accumulation matérielle. Cette société se distingue par une forte focalisation sur l'épanouissement spirituel, le développement personnel et le progrès technologique. C'est un univers où les individus ont la liberté de poursuivre leur passion et de contribuer à l'amélioration de la société sans être limités par la recherche de gains financiers. Bien que cette vision d'une société sans argent puisse sembler idéaliste, j'en ai parlé avec un de mes frères et il m'a dit que c'est vraiment idéaliste, mais ce serait un monde beaucoup plus porté sur une vision idéaliste et de progression de l'humanité. Et donc, même si ça semble idéaliste, moi, ça me semble être une orientation intéressante qui soit dénuée de toute forme d'accumulation d'un élément qui est contre-productif finalement. Parce qu'avec l'argent, on cherche à accumuler quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'on devrait essayer de proposer pour une société qui soit inclusive,
prennent en considération toutes les composantes de ces sociétés. Ça veut dire, moi et mon propre voisin, nous sommes euh, euh, de manière, euh, de manière également importante pour l'évolution de l'humanité. Au lieu de cela, ce qui arrive à mon voisin n'a aucun intérêt. Ça veut dire, tant que moi je vis bien, tant que je m'enrichis, si mon voisin n'a pas, ce n'est pas important. Et c'est au contraire ce que nous devrions éviter. Donc, et donc, au lieu de cela, nous devrions proposer une alternative convaincante à un système économique actuel qui est miné par les inégalités, l'injustice, la dégradation de l'environnement ou la non-considération de l'environnement, comme si l'environnement était juste un outil que l'on souhaite utiliser jusqu'à ce qu'il casse. Et quand on considère ça, c'est-à-dire qu'on considère que le gain financier, c'est ce que je disais dans la partie 4, où naturellement, à partir du moment où il y a un gain financier, on considère que l'exploitation de l'environnement devient un élément contributif à l'enrichissement sans prendre en considération les conséquences que cela peut avoir sur le long terme. Donc, naturellement, avec un système sans argent, on repenserait un peu nos priorités, on repenserait nos valeurs. Il est aussi possible, hein, on a vu des gens dans l'histoire de l'humanité, des gens comme Nikola Tesla, des gens comme Martin Luther King, comme John Fitzgerald Kennedy, comme Dwight Eisenhower, qui pensaient qu'il était possible de construire un monde véritablement axé sur le bien-être humain. Donc, quand je dis bien-être, c'est pas le bien-être de me sentir bien, mais le fait sur le bien-être humain dans sa généralité, que l'humanité se sente inclusive de quelque chose, où elle se sente, je veux dire, que toutes les parties en présence se sentent inclus dans un processus qui bénéficie à l'intérêt général, et non pas une poignée d'illuminés qui pensent qu'ils sont importants parce qu'ils sont présidents. Encore une fois, je cible beaucoup Macron, mais quand j'entends Macron dire qu'il passe dans une gare, il voit des gens qui sont quelqu'un et des gens qui ne sont rien, pour moi, c'est un type qui n'a rien compris. Qui n'a rien compris à ce qu'est l'humanité. Il peut accumuler tout ce qu'il veut avec la personne avec qui il partage sa vie, et il peut accumuler tout l'argent qu'il veut. Il n'amènera pas un centime au moment où il mourra. Donc le seul bénéfice qu'il aura, c'est comment il aura profité de la vie, comment il aura profité de ces largesses financières qu'il aura accumulées au détriment des autres. Donc quand on voit au détriment des autres, comment peut-on accepter de vivre bien au détriment de son prochain qui lui-même souffre? Pour moi, c'est un non-sens absolu. Et tous ceux bon, moi je suis quelqu'un de croyant, encore une fois, je ne révélerai pas dans ces vidéos si de quelle orientation spirituelle je suis, mais pour ceux qui savent, ils savent que moi ce que je considère, c'est que la grandeur d'un être humain, c'est sa capacité à générer du bien. Ce n'est pas sa capacité à s'enrichir. Pour moi, Elon Musk n'est personne. Bill Gates n'est absolument personne. Les gens qui font du bien autour d'eux sont des gens importants. Et en parlant de gens importants, j'en profite pour signifier la fin de cette série sur l'histoire de l'argent. Mais dans une semaine et demie, je ferai un podcast avec un jeune auteur que j'apprécie énormément et que je partagerai naturellement, dont je partagerai les 2 livres qu'il a lancés récemment. Et on fera un podcast ensemble pour discuter de sa vision de la vision de ses livres, mais également de sa vision de la société. Donc c'est une personne très très intéressante que j'apprécie énormément, et je partagerai le plaisir que j'aurai à le recevoir et le plaisir que j'aurai à avoir une discussion très ouverte avec lui sur le sujet de ces 2 livres. Sur ce, je vous remercie, vous êtes les bienvenus, et je vous remercie pour le temps que vous accordez à mes vidéos. Si vous appréciez ce que vous voyez, s'il vous plaît, souscrivez, likez, commentez. Ça aidera pour l'algorithme. L'algorithme de YouTube ou de Rumble fonctionne comme ça. Et naturellement, ça me permettra d'augmenter la visibilité, de pouvoir faire des vidéos encore plus captivantes. J'espère que celles-ci sont captivantes et que je pourrai aborder aussi des sujets beaucoup plus profondément également. Bon, je vous remercie pour votre temps. J'apprécie énormément. Croyez-moi, ça me touche beaucoup. Et on se retrouve très bientôt.